L'aventure de la presse yiddish. Une série de 15 émissions proposées par Henri Minzeles et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série réalisée avec le concours de la Fondation Doron. Henri Minzeles, bonjour. Bonjour. Alors, en 1880, la presse yiddish se met progressivement en place dans les différents centres du Yiddishland. Nous allons en parler. Nous allons parler précisément de ces différents pôles. Mais pour commencer, le Yiddishland, finalement, c'est quoi, Henri Minzeles ? Le Yiddishland, c'est un peu comme l'Arlésienne, on ne sait pas exactement où c'est partout. C'est ça qui est intéressant. C'est que le Yiddishland n'a pas des frontières bien précises. Le Yiddishland, c'est pas comme quelque chose, une expression géographique comme la France, par exemple. C'est quelque chose qui joue des tours et qui se joue justement des frontières. Le Yiddishland, c'est quelque chose qui a existé à Vilna autrefois. C'est quelque chose qui existe à New York, que l'on retrouve à Tel Aviv, ou disons, on pourrait dire... Il faudrait mieux dire Yiddishkeit, alors. Non, Yiddishkeit, c'est autre chose. Yiddishkeit, c'est un comportement. Yiddishkeit, c'est, disons, toute la culture dont les yiddishistes du Yiddishland pratiquent. Je ne sais pas si je m'exprime. Autrement dit... Vous vous exprimez en tout cas. Je m'exprime. Je veux dire par là que le Yiddishland, c'est une expression géographique pour désigner une ère dans laquelle se développe une langue. Bon, à l'époque de la zone de résidence, c'était clair. C'était clair, oui, mais par la suite, c'était plus aussi clair, puisqu'il y a eu, comme je l'ai dit, cette formidable migration à destination des Amériques du Nord et Amérique du Sud. Et puis alors, un peu plus tard, il y a eu les premières alias qui ont commencé vers Israël, disons, Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il y avait beaucoup plus de gens qui, à l'époque, parlaient le yiddish que ceux qui parlaient l'hébreu. Par la suite, la tendance est totalement inversée. Donc, si je comprends bien, le Yiddishland, c'est simplement... le fait c'est un mot forgé par des intellectuels. Hein. Bon, alors c'est le fait qu'un certain nombre de personnes qui vivent en yiddish, se trouvent au même endroit. C'est ça. C'était ça, c'est exactement ça. Et alors, la Yiddishkeit, puisqu'on a parlé du Yiddishland, de la Yiddishkeit, la Yiddishkeit, c'est tout un comportement qui englobe tout ce qui va autour de la langue, c'est-à-dire une culture. Ça véhicule une culture et c'est ça qu'on pourrait appeler la Yiddishkeit. Alors, dans les différents pays du Yiddish... On va les citer quand même. On va les citer, allons-y. Alors, disons les frontières linguistiques du Yiddishland ont été d'abord le grand centre ashkénaze, c'est-à-dire polono-lituanien, russe. Ensuite, la Roumanie et d'autres, disons... Avec un certain nombre de villes. Un certain nombre de villes, oui. Bon, enfin, on va les citer aussi, mais je donne d'abord les pays en eux-mêmes. Et après, je parlerai de certaines villes parce que ça me paraît quand même très important. D'un autre côté, c'est en Amérique du Nord, c'est surtout New York. À ce moment-là, c'était pas encore ni Chicago, ni Miami, ni Los Angeles, comme ça a été le cas plus tard. Ensuite, c'était en Amérique latine. Alors, un petit centre, c'est au Mexique. Je dis bien que le Mexique est en Amérique du Nord, ne l'oublions pas. Il y a aussi le Brésil et il y a l'Argentine. Ensuite, il y a l'Afrique du Sud, où il y a eu un centre yiddish au Cap, à Cape Town et à Johannesburg. Ensuite, parce que c'est toujours pas fini, il y a l'Europe occidentale, et quand on dit l'Europe occidentale, on pense à la Grande-Bretagne, à la Belgique et à la France. Ensuite, je dirais presque enfin, il s'agit de l'Australasie, ou plus exactement de l'Australie d'une part, et la Nouvelle-Zélande. Voilà en gros ce que représentait le Yiddishland. On parlait yiddish en Nouvelle-Zélande. Oui. Jusqu'en Nouvelle-Zélande. Jusqu'en Nouvelle-Zélande. Très peu, mais on parlait. Enfin, il y avait peu de juifs, donc il y avait peu de yiddishophones, mais ceux qui étaient là, il y avait des journaux qui paraissent. Je crois qu'il y en a encore un qui paraît tous les mois à... Je sais pas si c'est Christchurch ou l'autre, ou disons Wellington, en Nouvelle-Zélande. Alors, je m'excuse, Olivier, j'ai parlé des pays, mais je voudrais parler des villes. Alors, la première ville à tout seigneur, tout honneur, c'était quand même Varsovie. Les gens ne savent pas, il faut le répéter, c'est qu'à Varsovie, avant la guerre, il y avait bien plus de juifs dans cette seule ville qu'il y en avait dans toute la France. Autrement dit, il y avait 300, à la même époque, autrement dit, il y avait 350 000 juifs
à Varsovie. Et cela représente à peu près autant de juifs à Varsovie à l'époque qu'il y en a aujourd'hui dans toute la région parisienne. Oui, c'est ça. Un peu de choses près. Mais la différence, c'est que dans la région parisienne, il y a des séfarades, il y a des ashkénazes, et il y a ce que j'appellerais des ashkérades et des séfanazes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a, et c'est tout à fait normal, des mélanges. Et puis les ashkénazes ne parlent pas tous le yiddish, loin de là. Loin de là. Tandis que à Varsovie, c'était à 90% des yiddishophones. Ça aussi, c'est un terme, n'est-ce pas? Il y a Yiddishland, Yiddishophone, Yiddishkeit. Bon, il y a donc Varsovie. Alors il y a Varsovie, il y a alors un degré bien moindre, Lodz, où il y avait quand même 220 000 juifs qui vivaient en 1939. Je cite des chiffres de 39. On pourrait remonter les siècles, mais enfin c'est pour donner un ordre de grandeur. Il y en avait à Vilna, il y avait 70 000 juifs, il y avait 5 quotidiens d'ailleurs, étonnant pour une ville somme toute d'un moyenne. Ça, ce sont les centres, disons, polonais. Les centres russes, il y avait Minsk, il y avait Odessa et il y avait Saint-Pétersbourg, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Leningrad. Ça, c'est pour la Russie. Si nous prenons la Roumanie, il y avait Bucarest et il y avait en Bukovine, Tchernovitz, il y avait Iași. Ce sont des villes où les Juifs étaient parfois même en majorité et presque tous parlaient le yiddish. Et il y avait donc New York, j'ai cité New York, c'était la grande métropole de l'époque. Et il y avait des petits kibbutzim, si je puis dire, en Europe occidentale, à Londres, à Bruxelles. Il y a eu un quotidien, d'ailleurs, à Bruxelles. Et à Paris. Alors, à Paris, c'est assez curieux, c'est que même après la libération, dans les années 1950, il y avait 3 quotidiens à Paris. Mame ist gegangen in Markerei noch keulen, hat sie mir gebracht a Medaille vom Beulen. Oh, ist das a Medaille, a schöns und a feins, mit die schwarze Egalach, ketzale du meins. Die Mame ist gegangen in Markerei noch kreut, hat sie mir gebracht a Medaille vom Beut. Oh, ist das a Medaille, a schöns und a feins, mit die weiße Zehndalach, ketzale du meins. Ich hab gegessen Mandeln, ich hab getrunken Wein, ich hab geliebt a Medaille und kann an ihr nicht sein. Oh, ist das a Medaille, a schöns und a feins, mit die schwarze Herralach, ketzale du meins. Nous parlons de la presse yiddish de 1880, donc je le rappelle à 1920. Pourriez-vous nous donner quelques éléments, ces premières décennies de la presse yiddish, oui, dans les grands centres, Varsovie, Buenos Aires, New York, et puis les autres centres d'Europe orientale? Oui, alors grosso modo, on peut dire que tous ces centres ont diffusé à peu près le même type de paroles, c'est-à-dire que ces journaux ont été à la fois des journaux universalistes, c'est-à-dire dans la mesure où ils s'intéressaient à tout ce qui se passait autour d'eux, et ils étaient extrêmement sensibles à tous les événements politiques, et d'un autre côté avec un esprit très chapelle, c'est-à-dire que la bar mitzvah du petit garçon, et puis le mariage de un tel, et celui qui avait réussi la matura, par exemple, c'est-à-dire le bachot polonais, c'était des choses qui est donc un peu chapelle, et puis les enterrements, les naissances, donc des choses très qui existent dans tous les journaux, en fait. Il ne faut surtout pas croire que les journaux juifs n'ont eu que des spécificités juives. Ils observaient à peu près le courant que l'on pouvait observer dans la presse en général. Mais à la différence, c'est que tout d'abord, la presse ne paraissait pas le samedi. Ça, c'est déjà quand même une différence parce que même si on pouvait parler, et je crois que c'est pas un terme qu'il faut employer, d'une certaine laïcité juive, moi je l'appellerais, je pense que l'auditeur m'en voudra pas trop, une espèce de laïcité sacrée. C'est-à-dire, c'était une laïcité qui était quand même ponctuée par tout ce qui était les fêtes juives. De la même manière, d'ailleurs, que la laïcité, disons, catholique, observe quand même le dimanche, un certain nombre, faut pas oublier qu'il y a 4 ou 5 fêtes chez les chrétiens, des fêtes typiquement religieuses, que ce soit Pâques, etc. Et puis j'imagine que, en tout cas, parmi les lecteurs de tous les journaux, y compris d'ailleurs des plus à gauche, il y avait des religieux et des non-religieux, il y avait les deux. Absolument, absolument. Moi, ce que je voudrais surtout dire quelques mots, c'est sur les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire les difficultés. Les difficultés qu'ont rencontrées les journaux. Les journaux juifs étaient quand même bien plus pauvres que
que disons donc ça, c'était un point commun à tous les journaux. Moi, je Yiddish. crois Yiddish, oui, parce que on peut parler d'un magnat de la presse américaine, Hearst, dont tout le monde a parlé. On n'a pas trouvé encore, on n'a jamais trouvé un magnat de la presse yiddish. On a trouvé un bienfaiteur. On a trouvé des magnats de la presse qui étaient juifs, ça, il y en a eu, il y en a. Ah oui, mais pas pour la presse yiddish. Mais pas pour la presse yiddish. Pour la presse, disons, pour la presse d'information américaine, anglaise ou même française, mais pas pour la presse yiddish. La presse yiddish, elle a toujours eu des tsores. Elle a toujours eu à se débattre avec des problèmes financiers. Est-ce qu'au moment de créer ces journaux, les journalistes ou les directeurs de ces journaux n'avaient pas envie d'aller voir précisément tout à fait naturel, si, ils allaient dire instinctif, des grands magnats pour leur demander, surtout quand ils étaient juifs, pour leur demander. Bien sûr. Mais enfin, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient vraiment subventionnés à longueur d'année par ces grands magnats. Il fallait qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Au départ, ils avaient d'abord le feu sacré, parce que qui dit journaliste dit feu sacré, sinon c'est pas la peine qu'il soit journaliste, qu'il fasse une autre profession. Mais il leur fallait des moyens. Les moyens financiers, ils allaient les chercher dans des familles riches, en Russie ou chez Vysotsky, par exemple, qui représentait Vysotsky, ou Shalit, ou Ginsburg, qui étaient des familles, disons, de juifs qui étaient installés des siècles, qui étaient soit dans la banque, soit dans le thé, soit etc. Et alors ils obtenaient un subside, et avec ça ils commençaient à tourner. Et ils tournaient après avec, disons, avec ce que les lecteurs pouvaient leur apporter, soit comme en achetant au numéro. Il faut pas oublier qu'à un moment donné, il y avait environ, dans la presse yiddish, on comptait entre 12 et 15 lecteurs par exemplaire. C'était pas pour une question de radinisme, c'était vraiment une question de pauvreté, et pas autre chose. Alors qu'il y avait déjà de la presse à bon marché qui se vendait 5 centimes ou 10 centimes, ou même 1 centime à Paris, n'est-ce pas? Et qui était lu par, disons, une moyenne de 3 ou 4 lecteurs. Et ben là, il y en avait 10. Il y en avait 10 parce que, pour eux, ça représentait une certaine somme. Malgré tout, bien qu'il y avait déjà une presse à bon marché, même chez les... Mais ce qu'il y avait surtout, c'est que ils y croyaient. Ils y croyaient. Ils ont fondé, il n'était pas rare, une dizaine ou une douzaine de journalistes ou d'écrivains se réunissent et décident de journal parce qu'ils pensaient avoir quelque chose. Bon, alors, les principaux, donc, centres, c'était d'abord Varsovie. C'était d'abord Varsovie. Alors, comment les choses... Alors, c'était d'abord Varsovie, mais alors là, nous sommes déjà dans les années 1910, 1900, et même pendant la guerre. Puisque la naissance de la presse, de la véritable presse de masse, c'est au tout début du XXe siècle. Non, c'est à partir des années 15. Et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que lorsque Varsovie ou d'autres centres juifs ont été occupés par les Allemands, donc sont passés dans l'orbite allemande, c'était pas les Allemands qu'on a rencontrés après sous le nazisme, ils apportaient une certaine liberté. Ils apportaient une certaine liberté à ces masses juives qui avaient connu le tsarisme pendant 125 ans et qui vivaient, comme je l'ai dit dans une émission précédente, dans une zone de résidence dont ils ne pouvaient pas, qui n'avaient pas le droit de. Or, il se trouve que quand les Allemands sont arrivés, il y a eu, à condition bien sûr de ne pas taper sur les armées allemandes, à condition de ne pas faire du défaitisme révolutionnaire, c'est-à-dire de ne pas prôner la révolution à tout bout de champ, il y avait une possibilité pour les journaux de paraître, de s'exprimer, au besoin même pour les Juifs de pouvoir se rassembler dans des syndicats, dans des unions professionnelles, si bien que, à contrario, c'est sous l'occupation allemande, entre 1915 et 1918, lorsqu'il y a eu le traité de Versailles, que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, c'est à ce moment-là que la grande presse a commencé à se développer. Et elle s'est poursuivie par la suite dans l'entre-deux-guerres. Alors il y avait Varsovie, puis il y avait également Wilno. Il y avait Wilno, oui. Il y avait à Wilno, je l'ai dit dans une dernière émission, il y avait quand même 5 quotidiens, ce qui est assez curieux. Il y a un journal qui paraissait, qui s'appelait Unser Tag, qui s'appelait d'abord le Tag, c'est-à-dire le jour, et Unser Tag, notre jour, qui était dirigé par un homme qui était absolument extraordinaire, qui s'appelait Zalman Reisen. C'était le frère d'un poète très connu, Avrum Reisen, dont certainement les auditeurs ont entendu parler. Et cet homme était un homme orchestre. C'était un homme orchestre dans la mesure qu'il était grammairien, lexicographe, écrivain, journaliste, mécène. Il n'hésitait pas à mettre, parce qu'il était d'un milieu relativement aisé, et il n'hésitait pas aussi à taper un homme absolument extraordinaire dont on a oublié le nom et qui s'appelait Boris Kletskin. Je cite Boris Kletskin parce que ça a été un type vraiment hors du commun. Il avait amassé une fortune
qui datait de son grand-père dans des opérations immobilières, et il n'a pas hésité non seulement à subventionner les journaux, mais même à donner des acomptes à des écrivains pour qu'ils puissent écrire, et à donner des avances à des journalistes qui allaient se livrer à des enquêtes. Faut quand même le faire, ça s'est jamais vu, ça. Et c'est un homme qui a certainement perdu énormément d'argent, mais qui ne détestait pas entrer un peu dans la légende. C'est pour ça j'en profite, et c'est un peu mon petit péché mignon. Je veux réhabiliter, ou du moins je veux faire connaître aux auditeurs un homme qui malheureusement est presque totalement oublié, et qui s'appelait Boris Arkadievitch Kletskin. Alors, Henri Minzeles, on comprend très bien que dans les différentes villes importantes du Yiddishland en Europe orientale, la naissance de la presse, de la grande presse yiddish, a été s'est présentée à peu près de la même façon. Mais tout de même, à New York, elle est tout à fait différente. C'est vrai parce qu'il y avait un lectorat qui était pas tellement plus riche que le lectorat d'Europe orientale. Et l'environnement économique. Mais l'environnement était meilleur. Alors, il faut pas oublier quand même que les gens travaillaient comme des bêtes de somme. Les sweatshops, c'est-à-dire les ateliers de la sueur, c'est un mot anglais, hein. Et les gens travaillaient vraiment comme... Mais il y a une différence de taille, c'est qu'ils pouvaient dire ce qu'ils avaient envie de dire. La différence qu'il peut y avoir entre ce qui se passait dans les années 1900-1905 en Russie, qui était un pays absolument réactionnaire, où la censure s'exerçait de mille manières, où vraiment un antisémitisme forcené existait et qui venait du pouvoir, c'est une chose qui n'existait pas dans la libre Amérique. C'est une chose qui n'existait pas dans ce que les Juifs appelaient das Goldene Land, c'est-à-dire le pays doré. Alors, les conditions donc de développement d'un journalisme étaient quand même infiniment meilleures dans une ère de liberté, dans une ère de démocratie, que dans des pays qui étaient opprimés. C'est absolument sûr, et ceci n'est pas seulement valable pour les Juifs, c'est valable pour cette prison des peuples que représentait la Russie tsariste, où les journaux étaient censurés et très souvent interdits. Mais les difficultés économiques existaient. Les difficultés économiques existaient aussi pour une autre raison. Il ne faut pas oublier, ça les gens ne le savent pas tellement, c'est que dans les premières années du siècle, le journalisme est devenu une industrie. Un peu comme plus tard le cinéma, le 7e art. Ce n'était plus de l'artisanat, parce qu'il faut pas oublier une chose. Dès l'instant que l'on écrit un article, jusqu'au moment où il paraît et que le lecteur le lit, quand il s'agit d'un quotidien, il fallait que ça se fasse très vite. Par conséquent, il fallait un matériel. Pour qu'on ait un matériel, il fallait donc avoir des moyens. Et c'est là que les difficultés ont commencé, et c'est ça l'aventure extraordinaire que le Vorwärts a eu, justement. J'ai cité dans une précédente émission, j'ai parlé du Vorwärts. Ça a été une aventure dans la mesure que, vers les années 1910, se sont créés des linotypes. Les gens ne savent plus ce que c'est que les linotypes. Les gens entendent parler de photocomposition, ils savent pas ce que c'est, toujours, mais ça n'a pas d'importance. Ils savent que ça se fait très vite. Mais à l'époque, les linotypes étaient des espèces de grandes machines qui faisaient des caractères à partir du plomb, faisaient des caractères qui allaient servir pour l'impression des journaux. Or, les linotypes ont été créés dans les années 10. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le caractère typographique, il y avait le marbre, enfin, toute une industrie qui d'ailleurs n'existe plus maintenant. Il y avait des rotatifs qui faisaient un bruit absolument épouvantable, mais qui pouvaient déjà tirer 15 à 20 000 exemplaires de l'heure. Par conséquent, ce journalisme moderne, il a fallu que les Juifs s'y adaptent aussi. Et en dehors d'un journal comme le Vorwärts ou le Moment, par exemple, à Varsovie, d'ailleurs, je pense que M. Loneman pourra en parler, puisqu'il a été journaliste au Moment de Varsovie. Il a fallu donc employer des méthodes absolument, des techniques modernes, donc qui nécessitaient beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de Kletskin, parce que Kletskin a dépensé sans compter des millions de zloty à l'époque pour pouvoir pour que l'on puisse sortir, par exemple, une Zortog, ou pour qu'on puisse sortir tel autre journal à Vilno. Ça a été la même chose à Varsovie, et c'était surtout le cas à New York, puisque dans les années 10, à New York, le Vorwärts tirait à 250 000 exemplaires tous les jours. Alors, vous avez parlé de censure, que la censure Europe de l'Est s'exerçait également sur les journaux. Est-ce qu'il y avait des hommes du pouvoir chargés, et bien sûr avant la révolution russe, chargés déjà de lire la presse yiddish? Absolument. Et de la censurer? La bonne et simple raison que de toute façon, ce qui se passait dans cette prison des peuples que représentait la Russie tsariste de l'époque, tous les journaux, qu'ils soient des journaux russes, qu'ils soient des journaux ukrainiens, biélorusses, enfin peu importe, et
À ce titre aussi, les journaux yiddish étaient soumis à une censure, on peut dire à une censure féroce. Alors très souvent, ils s'en tiraient d'une manière assez élégante avec des articles plus ou moins humoristiques où entre les lignes, on arrivait à comprendre qu'ils combattaient le pouvoir. Mais il y avait des censeurs juifs et des censeurs même non juifs qui avaient appris le yiddish pour voir ce qu'écrivaient les journalistes juifs. Alors, et puis il y avait peut-être une autre forme de censure, c'était l'autocensure du fait que ces journaux étaient finalement redevables, que ces journalistes de la presse yiddish étaient redevables ou se sentaient peut-être redevables ou dépendants des magnats, de certains magnats ou de certains patrons de presse ou de certains courants politiques dont ils dépendaient. Oui, c'est une question qui est très sensée, mais je dirais que ça n'avait aucune espèce d'importance pour les journalistes de l'époque, en tout cas. Parce que les journalistes de l'époque, comme maintenant aussi, plus ou moins, se sentaient comme des gens libres et ils ne pouvaient pas pratiquer une autocensure dans la mesure où on ne pouvait pas écrire on ne pouvait pas écrire des propos, comment dirais-je, bundistes dans un journal sioniste, par exemple, ou l'inverse. Ah, ça, évidemment. De toute façon, ça s'est jamais vu et donc, ça se voit jamais. Chaque journaliste avait tout de même une ligne politique précise. C'était la ligne politique pour laquelle il croyait. Non, moi, j'avais compris la question d'une manière un peu différente. Est-ce qu'il attaquait, par exemple, le mécène qui lui donnait de l'argent pour son journal? Non, ou même attaquer éventuellement le parti politique dont il dépendait s'il estimait qu'il faisait Il y a eu des tribunes libres, il y a eu des conversations. Par exemple, je sais que dans les journaux du Bund dans les premières années du siècle, le problème de la question nationale s'est posé. Alors comme le parti n'avait pas une politique bien définie, il se trouve que sous forme de tribune libre, il y avait des journalistes qui étaient pour une autonomie juive, ceux qui étaient contre une autonomie juive, parce que ils pensaient que si on était pour une autonomie à ce moment-là, on n'était plus suffisamment internationaliste. Enfin, mais là, on entre dans des domaines un petit peu plus compliqués, plus poussés. Donc, il y avait une tribune libre et les gens s'exprimaient, donnaient leur point de vue. Mais ça s'est fait dans tous les partis. Lorsqu'à un moment donné, chez les sionistes, dans les partis sionistes, s'est posé le problème de l'Ouganda. On sait qu'au début du siècle, Herzl était pour la solution ougandiste. Il se trouve que les Poale-Tzion d'Europe orientale étaient farouchement contre. Et il y a eu aussi une tribune libre et des discussions qui se sont poursuivies dans la presse elle-même pour savoir si Herzl avait raison ou si Herzl avait tort. Est-ce qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait des journaux yiddish, quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels, qui se voulaient impartials et tout à fait indépendants de tout parti? Moi, je crois que ça ne devait pas exister. Qu'il y ait eu des articles, qu'il y ait eu des journaux objectifs, oui. Des journaux neutres, non. Si je réponds à votre question. Henri Milzeles, je vous remercie. Au cours d'une prochaine émission, nous évoquerons l'entre-deux-guerres en Pologne. C'était l'aventure de la presse yiddish, une série d'émissions proposées par Radio Communauté Judaïque FM avec le concours de la Fondation Doron.